Jack Nicholson n'a jamais été du genre à mâcher ses mots. Avec un sourire ravageur et un regard qui dissimule une douce folie, il a bâti sa vie et sa carrière sur une honnêteté brutale. Et maintenant, à 88 ans, il semblerait qu'il dévoile des noms. Les 6 acteurs qui, selon lui, ont fait de ces tournages un véritable enfer. Certains sont des légendes, d'autres des ennemis. Tous sont inoubliables. Jack Nicholson, à lui seul, est une institution, une icône de l'âge d'or d'Hollywood et de sa nouvelle vague rebelle. De vol au-dessus d'un nid de coucou à Shining de Chinatown à Batman, il n'a pas seulement joué dans des films. Il a marqué l'histoire du cinéma comme peu d'autres. Ses personnages sont gravés dans notre mémoire collective. Mais même les légendes ont leurs limites. Même les dieux ont leurs manies. Et aujourd'hui, dans ce qui est présenté comme son ultime réflexion la plus sincère, Jack révèle clairement qu'il y a 6 acteurs avec lesquels il ne pouvait pas travailler. 10 acteurs qu'il décrit comme toxiques, manipulateurs, complaisants, voire dangereux pour la création. Qui sont-ils? Que s'est-il réellement passé dans les coulisses de certains des plus grands films du cinéma? Et que révèle aujourd'hui, des décennies plus tard, le regard légendaire de Nicholson sur le prix du génie et l'art de la vérité? Plongeons dans les histoires inédites et les opinions sans concession de l'une des voix les plus marquantes et les plus franches d'Hollywood. Avant d'aborder les noms figurants sur la liste présumée de Jack, parlons de l'homme lui-même. Pour comprendre pourquoi ces 6 personnes l'ont profondément agacé, il faut saisir les principes qui le guident. Il est intense, charismatique et farouchement attaché à son art. Né à Neptune City, dans le New Jersey, Nicholson a dû se construire une vie. Il arriva à Hollywood dans les années 1950, rebelle sans cause, et se lia d'amitié avec les iconoclastes. Il étudia auprès du légendaire professeur d'art dramatique Sanford Meisner, qui prêchait un message simple mais profond: jouer la comédie, c'est vivre authentiquement dans des circonstances imaginaires. Pour Jack, ce n'était pas qu'une simple technique. C'était devenu sa religion, sa vérité. Peu importait à quel point c'était laid ou inconfortable, seul comptait l'essentiel. Son rôle révélateur dans Easy Rider en 1969 a ancré cette image. Il n'était pas qu'un simple acteur, il était un symbole de la contre-culture, la voix d'une génération lassée de l'hypocrisie. Ce mépris pour tout ce qui était faux ou théâtral est devenu le fondement de sa vie professionnelle. De Milos Forman à Stanley Kubrick, tous ont salué son engagement sans égal. Il ne se contentait pas d'interpréter un rôle, il s'y insinuait corps et âme. On se souvient notamment de son incroyable performance dans Vol, au-dessus d'un nid de coucou, où il restait dans la peau du personnage pendant des semaines, refusant de parler au réalisateur, afin de retranscrire avec authenticité l'esprit rebelle de Randall McMurphy. Pour Shining, il a écrit des pages et des pages de divagation pour se glisser dans la peau de Jack Torrance. Ce n'était pas un simple exercice de style, mais un engagement sacré envers son travail, qui a forgé son code d'honneur inébranlable: être présent, préparé, dire la vérité et apporter quelque chose de dangereux et de vivant. Ne pas gaspiller ce temps avec l'ego, la paresse ou une performance improvisée devant son miroir. Donnez-toi à fond, donnez-toi corps et âme, ou ne viens pas du tout. Et quand ce code a été brisé, disons simplement qu'il ne l'a jamais oublié. Le premier nom sur la liste de Jack est peut-être le plus douloureux pour lui. C'est celui de son héros, le dieu du cinéma moderne, et finalement sa plus grande déception professionnelle. Marlon Brando. Nicholson idolâtrait Marlon Brando. Pour Jack et tous les acteurs sérieux de sa génération, Brando était une figure emblématique. Ses interprétations brutes, vulnérables et explosives dans un tramway nommé Désir et Sur les quais ont bouleversé les codes et créé un nouveau langage cinématographique. Aussi, lorsque Nicholson a eu l'opportunité de partager l'affiche avec son idole dans le western de 1976, Les aventures de Michael Brown, cela aurait dû être l'accomplissement d'un rêve de toujours. La rencontre de 2 titans du cinéma sous la direction d'Arthur Penn. Les attentes étaient immenses, mais travailler avec Brando fut une toute autre affaire. Le génie que Nicholson avait vénéré à l'écran n'était plus en personne qu'un fantôme, l'ombre de lui-même rongée par une apathie étrange et exaspérante.
Nicholson arrivait chaque jour sur le plateau ses répliques apprises par cœur, prêt à se mesurer à son idole. Miles Brando Hill s'en aperçut vite ne jouait pas à la même chose. Il ne connaissait jamais son texte. Jamais. Jack aurait dit « Cet homme a inventé l'art moderne du jeu d'acteur au cinéma et il a des fiches scotchées sur chaque lampe sur le front de presque tous les acteurs. » Il aurait lu une réplique sur une banane factice si on l'avait laissé faire. C'était une blague. C'était un génie, mais un génie paresseux. Et pour moi, génie paresseux, c'est juste un euphémisme pour imposteur. Le comportement de Brando est devenu légendaire. Payé une fortune, il apparaissait en surpoids et faisait des choix de personnages de plus en plus bizarres, apparemment conçus pour son propre amusement. Il adopta un étrange accent irlandais chantant et portait des chapeaux et des robes à l'écran. 10 décisions qui ont déconcerté le réalisateur et ses partenaires. Pour Nicholson, il ne s'agissait pas d'une fantaisie artistique mais d'un profond manque de respect envers tous ceux qui avaient accepté de travailler sur le film. La frontière entre génie et complaisance est ténue et Brando la franchissait quotidiennement, généralement dos à la caméra, pour pouvoir lire son texte. « Je suis venu travailler pour créer, pour trouver une vérité dans la réalité. » Lui, il est venu pour se divertir. Ce n'était pas une performance. C'était une fête privée et nous n'étions pas invités. Ça m'a un peu brisé le cœur, vous savez, de voir mon héros devenir une caricature de lui-même. Le film fut un échec retentissant, et bien que Nicholson ait toujours parlé avec respect des premiers films de Brando, il a juré de ne plus jamais tourner avec lui. Le chaos engendré n'en valait pas la peine. Il aurait conclu que la leçon avait été brutale. Ne rencontrez jamais vos héros, surtout lorsqu'ils ont cessé d'être héroïques. Le second nom est plus complexe et tragique, une relation que Nicholson lui-même a décrite comme une victime d'une guerre créative impitoyable. Shelley Duvall. Leur champ de bataille était l'hôtel Overlook Décor du chef-d'œuvre d'horreur de Stanley Kubrick Shining 1980. Techniquement, il ne s'agissait pas d'une querelle entre deux acteurs, mais d'un traumatisme partagé infligé par un réalisateur perfectionniste. Kubrick était réputé pour ses méthodes exténuantes. Il exigeait des centaines de prises pour une seule scène poussant ses acteurs au bord de l'épuisement physique et psychologique. Le tournage s'est étalé sur plus d'1 an. Nicholson, grâce à sa formation rigoureuse, a trouvé le moyen de tenir le coup. Il canalisa sa frustration dans la rage volcanique de Jack Torrance. Il comprenait le jeu de Kubrick et, en véritable artisan, sut dompter cette folie. Shelley Duvall, qui incarnait la terrifiée Wendy Torrance, suivit une approche différente. Son don résidait dans sa vulnérabilité brute et transparente. Et sous la pression implacable de Kubrick, cette vulnérabilité fut mise à rude épreuve jour après jour. Nicholson a admis plus tard lors d'entretiens que le chaos émotionnel émanant de Duvall était épuisant. Il avait besoin de concentration d'un point d'ancrage, mais il trouvait son jeu souvent totalement imprévisible, conséquence directe du tourment de Kubrick. Elle était sous pression. Bien sûr, nous l'étions tous. Stanley était un général en guerre et nous étions ses soldats dans la tranchée. Mais mon Dieu, on aurait dit qu'elle apportait la tempête sur le plateau chaque matin. Il n'y avait aucune constance. On tournait une prise brillante et brute. La suivante, c'était tout autre chose. Un acteur a besoin d'un partenaire de danse. Il faut connaître les pas mêmes pour improviser. Avec Shelley dans cet environnement, c'était souvent comme si elle écoutait une musique différente. C'était difficile de trouver son rythme. La frustration de Jack n'était pas dirigée contre Duvall personnellement, mais contre la dynamique épuisante que cela engendrait. Il avait besoin d'un noyau professionnel solide pour ancrer les scènes, et il sentait que la production était constamment à la merci de ses nerfs à vif. Cela rendait une tâche déjà impossible encore plus ardue. Des années plus tard, avec le recul, Jack a considérablement nuancé son point de vue, exprimant une profonde empathie pour ce qu'elle a enduré. Je la respecte. Je le pense vraiment. Ce que Stanley lui a fait subir était inadmissible. Personne ne devrait avoir à endurer ça. Ce tournage a été terrible pour nous deux. Il a failli nous briser. Le film est un chef-d'œuvre, mais il repose sur les ruines de notre santé mentale. Je regrette tellement que cela ait été si éprouvant pour nous tous. Lucky Noem suivant sur la liste représente un affrontement non pas de génération, mais de philosophie. Philosophy's Tom Cruise.
À première vue, leur duo dans le classique judiciaire de 1992 des Hommes d'honneur était électrisant. Nicholson dans le rôle du redoutable colonel Nathan Jessup et Cruise dans celui du jeune avocat arrogant Daniel Kaffee ont créé l'une des scènes de confrontation les plus emblématiques de l'histoire du cinéma. Vous ne pouvez pas supporter la vérité est devenu un symbole culturel, mais en coulisses, Nicholson était apparemment peu impressionné par la jeune star montante. Pour Jack disciple de la méthode Meissner, l'énergie débordante et légendaire de Cruise paraissait artificielle. Il voyait une marque soigneusement construite et non un être humain authentique. Il trouvait que l'attention intense, presque maniaque de Cruise relevait davantage de l'image et du contrôle que d'une véritable exploration artistique. Il faisait comme s'il voulait apprendre de moi toujours à m'observer, à me poser des questions, mais tout cela n'était qu'une question d'image, aurait confié Jack à un proche après la séance photo. Il avait l'impression de jouer le rôle d'un jeune acteur dévoué étudiant le maître. Ce n'était pas authentique. On le regarde dans les yeux et on voit la machinerie à l'œuvre. Un clic, un sourire. C'est parfait et vide. Donnez-moi quelqu'un d'authentique. Donnez-moi quelqu'un avec ses aspérités. Quelqu'un qui fait des erreurs. Donnez-moi un être humain. Nicholson s'épanouit dans la spontanéité, dans le danger de ne pas savoir ce que l'autre acteur va faire ensuite. Il trouvait que Cruise était tout le contraire, un technicien qui arrivait sur le plateau avec chaque mouvement, chaque geste, chaque réplique calculée et répétée à la perfection. Pour Jack, ce n'était pas du jeu d'acteur, c'était de l'exécution. La fameuse scène, celle du tribunal, les gens l'adorent, et c'est très bien comme ça. On a fait le boulot. Mais ce que vous voyez à l'écran, c'est moi qui essaye de percer un mur. Je m'ai donné à fond avec ce gamine, j'essaie d'obtenir une réaction spontanée et authentique. Et tout ce que j'ai obtenu en retour, c'est ce qu'il avait répété devant le miroir. C'est la différence entre un concert et un enregistrement en studio. Je préfère l'effort et l'émotion. Malgré une performance qui lui a valu une nomination aux Oscars, Jack a déclaré qu'il ne retravaillerait pas avec Cruise. Leurs philosophies étaient tout simplement trop différentes. Ils respectaient l'éthique du travail, mais ils ne parvenaient pas à toucher l'âme de l'artiste. En quatrième position, une querelle bien plus personnelle et publique, une lutte d'influence avec une actrice qu'il avait autrefois vénérée, Faye Dunaway, sur un projet qui était son œuvre de cœur. Nicholson et Dunaway avaient créé ensemble une alchimie magique dans le chef-d'œuvre de 1974, Chinatown. Leur alchimie était légendaire. Alors, lorsque Jack décida de passer derrière la caméra pour la suite des années 1990, The Two Jake, le retour de Dunaway dans le rôle d'Evelyn Mulwray semblait une évidence. Ce fut un désastre. La dynamique avait changé. Nicholson était désormais son réalisateur et l'esprit de collaboration de leur premier film avait disparu remplacé par une hostilité manifeste. Dit après les membres de l'équipe, le comportement de Dunaway sur le plateau était un véritable cauchemar. Elle était toujours en retard, parfois des heures, toujours agressive, contestant chaque réplique, se souvient-il, dans une rare interview franche sur cette production chaotique. Il ne s'agissait pas d'améliorer la scène, mais de prendre le pouvoir. Elle cherchait à affirmer son contrôle. En tant que réalisateur, on a besoin de coopération. On a besoin que ces acteurs soient de véritables partenaires pour raconter l'histoire. Hors d'elle, j'ai eu recours au sabotage. La tension est devenue insupportable. Jack, qui jonglait déjà avec l'immense pression de réaliser, d'écrire et d'interpréter le rôle principal dans la suite d'un des plus grands films de tous les temps, était désormais engagé dans une guerre quotidienne avec son actrice principale. Leur dispute était légendaire, et certaines sources affirment que Nicholson, dans un accès de rage, lui aurait dit qu'elle était impossible à diriger. Il aurait même envisagé de la renvoyer et de la remplacer en plein tournage. L'atmosphère était si délétère que certaines scènes ont dû être réécrites afin de minimiser leurs interactions à l'écran. La mise en scène repose sur une confiance absolue. L'acteur doit avoir confiance en votre soutien, en votre capacité à le guider et à le protéger. En retour, le metteur en scène doit avoir confiance en la présence de l'acteur, en son implication et en son ouverture à la découverte. Cette confiance a été trahie dès le premier jour.
Au lieu d'une collaboration, la situation s'est transformée en une négociation sous la menace d'une prise d'otage. On ne peut pas faire de l'art comme ça. Ça gâche tout. Le deuxième volet, Jake, fut un échec commercial et critique une pâle copie du premier. Pour Nicholson, ce fut une expérience traumatisante qui le dégoûta de la réalisation et brisa définitivement sa relation avec Dunaway. Le cinquième nom sur la liste est celui d'un acteur-réalisateur que Nicholson respectait énormément, mais dont le processus créatif l'exaspérait profondément, Sean Penn. En 2001, Nicholson décrocha le rôle principal dans The Pledge, un thriller sombre et envoûtant réalisé par Penn. Sur le papier, l'association était idéale, deux des acteurs les plus talentueux et reconnus d'Hollywood réunis pour un film profond centré sur les personnages. Et si Nicholson a toujours loué la vision et l'intelligence de Penn en tant que cinéaste, l'expérience de travailler sous sa direction fut, selon ses propres termes, étouffante. Le conflit portait sur le contrôle créatif. Penn, connu pour son obsession du réalisme cru et son style de réalisation méticuleux et exigeant, avait une vision précise de chaque instant du film. Il voulait capturer une vérité brute et sans fard, et il était convaincu que seul un contrôle absolu permettait d'y parvenir. Pour un acteur comme Nicholson, dont le génie réside dans son instinct, sa spontanéité et sa capacité à insuffler de la magie au moment imprévu, c'était un véritable supplice. Sean voulait que tout se passe à sa façon toujours. Chaque pose, chaque regard, chaque réplique était gravée dans sa mémoire. Impossible de respirer, impossible d'improviser, impossible de découvrir quoi que ce soit. Il vous donnait une réplique à réciter et vous deviez la reproduire à la perfection. À quoi bon engager Jack Nicholson si c'est pour avoir une marionnette Nicholson se sentait bridé sur le plan créatif? Il a décrit l'expérience comme épuisante, la quête incessante de Penn pour son réalisme si particulier étouffant toute énergie sur le plateau. C'est un type brillant, Sean, vraiment. Mais c'est un peintre et il veut que chaque coup de pinceau soit exactement là où il l'a prévu. Moi, je ne suis pas un coup de pinceau. Je suis la peinture bon sang. Je vais tenter un peu le coup, voir ce qui se passe. Il n'a pas supporté ça. Il exigeait un résultat, pas une performance. Et pour un acteur comme moi, c'est la mort. C'est comme devoir courir un marathon avec les pieds liés. Malgré une prestation puissante et sobre de Nicholson, saluée par la critique Louis et Penn n'ont plus jamais travaillé ensemble. Il s'agissait de la rencontre de deux méthodes artistiques brillantes, mais fondamentalement incompatibles. Le dernier nom de cette liste est peut-être le plus surprenant, celui d'un acteur sans doute la plus grande star de sa génération, un homme avec lequel Nicholson a collaboré dans l'un des films les plus célèbres de la fin de sa carrière, Leonardo DiCaprio. Leur film était le chef-d'œuvre de Martin Scorsese, Les Infiltrés 2006. Nicholson y livre une performance terrifiante et démente dans le rôle du parrain Frank Costello. Ces scènes avec DiCaprio, qui incarne l'agent infiltré Billy Costigan, sont d'une tension presque insoutenable. Une tension qui finalement n'était peut-être pas entièrement due au jeu d'acteur. 10 sources proches du tournage ont affirmé que malgré un immense respect professionnel, Nicholson trouvait la méthode de travail de DiCaprio excessivement contrôlée. Là où Jack recherchait le chaos et le danger, Leo privilégiait la discipline et la précision. « Il est trop contrôlé », aurait déclaré Jack à propos de son jeune partenaire. Tout semble répété, intellectualisé. Il a fait ses devoirs. Il connaît l'histoire de son personnage. Il sait ce qu'il veut faire dans la scène, mais il n'y a aucun danger. Il n'y a aucune chance qu'il fasse quelque chose qui vous surprenne vraiment, ni même qu'il se surprenne lui-même. Nicholson excelle à repousser les limites et à déstabiliser ses partenaires. On raconte une anecdote désormais célèbre du tournage au beau milieu d'une scène tendue. Nicholson a soudainement sorti une vraie arme à feu, braquant un DiCaprio visiblement stupéfait. Scorsese a continué à filmer, capturant le choc et la peur authentique de Leo. Ce simple instant résumait, à lui seul, leur philosophie divergente. Nicholson était prêt à introduire un danger réel pour susciter une vérité authentique. DiCaprio, maître de la préparation, a été déstabilisé par le chaos imprévu. Leo est un artisan. Il construit une performance brique par brique avec une précision parfaite. Et c'est une chose magnifique et sans défaut une fois terminée.
Mais on voit chaque brique. Je ne veux pas voir les briques. Je veux voir une putain de maison qui pourrait s'écrouler à tout moment. C'est ça l'adrénaline. C'est ça la vie. On en a tiré un super film. Bien sûr, Marty sait comment nous utiliser tous les deux. Mais je suis reparti en me disant plus jamais ça. Lockman est formidable, mais il est trop sage à mon goût. Alors que révèle vraiment cette liste que jugement final est sans concession sur Jack Nicholson? Est-il un vieil homme aigri qui règle ses comptes? Ou est-il l'un des derniers à dire la vérité dans une ville bâtie sur l'illusion? Il n'est pas amer, il est honnête. À 88 ans, il a eu toute une vie pour méditer sur une carrière qui a atteint des sommets inégalés. Pour lui, il ne s'agit pas d'animosité personnelle. Il s'agit d'un code sacré. Les noms sur cette liste représentent les différentes manières dont ce code a été transgressé par paresse, par chaos émotionnel, par hypocrisie, par ego, par contrôle étouffant et par absence de prise de risque. Ces personnes m'ont toutes appris quelque chose, même s'il s'agit de ce qu'il ne faut pas faire ou de qui il ne faut pas être. Jouer la comédie, ce n'est pas faire semblant. N'importe quel enfant peut le faire. Il s'agit de dire la vérité, votre vérité, la vérité du personnage. Il s'agit de se livrer corps et âme prêt à souffrir s'il le faut. Si vous ne pouvez pas vous présenter avec sincérité, je ne veux pas de vous à mes côtés. C'est aussi simple que ça. Que vous partagez ou non son avis, une chose est sûre, Jack Nicholson dit les choses comme il les voit. Et son regard aiguisé par 60 ans d'expérience à Hollywood reste aussi lucide et intransigeant que jamais. Avez-vous été surpris par certains noms de cette liste? Pensez-vous que Nicholson a été trop dur ou simplement réaliste? N'hésitez pas à nous faire part de votre avis dans les commentaires. Et si vous voulez découvrir les coulisses d'Hollywood, abonnez-vous, likez et activez les notifications. Prochainement, nous révélerons la vérité sur Mia S. Hutch et la liste choquante des partenaires qu'Alan Alda ne pouvait pas supporter.